Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. De retour avec vous dans le studio de Sud Radio avec Élise Lucet. Bonjour Élise Lucet. Bonjour. Merci d'être avec nous. On attend Zoé Debussière qui est la réalisatrice du documentaire. Elle arrive dans un instant. Qui arrive dans un instant, voilà. Luxe, les deux sous choc. Cache Investigation ce soir consacrée à l'industrie du luxe. On va écouter la bande-annonce. Cache Investigation inédit. LVMH, 42 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Kering, 15 milliards d'euros. Derrière la santé étincelante des mastodontes du luxe se cache une réalité bien moins reluisante. Doucement, doucement. Ouvriers cassés par le travail, montages fiscaux. L'intérêt de ce montage, c'est de concentrer les profits en Suisse. Souffrance animale. Mais pourquoi vous ne voulez pas répondre à ces questions? Parce que ça met en cause la marque Max Morin. Des podiums de la Fashion Week parisienne aux arrière-boutiques chinoises et italiennes, enquête sur les dessous-chocs du luxe. Présenté par Élise Lucet, Cache Investigation, mardi soir à 21h sur France 2. Merci Zoé Debussière de nous rejoindre également dans le studio. C'est vous qui avez réalisé, on vous voit tout au long de cette enquête. Combien de temps pour réaliser une enquête comme celle-là? Un an, en gros, hein, Zoé travaille dessus depuis un an. Mais comme tous les caches d'investigation, il y en a quelques-uns qu'on fait en urgence. Quand on a des révélations qui nous tombent dessus, où on se dit, bon là, il faut sortir très vite. Mais globalement, l'économie d'un cache investigation, c'est un an d'enquête. Et c'est ce qui fait la richesse de l'enquête, parce que souvent, Zoé, par exemple, mais d'autres réalisateurs, Sandrine Rigaud, Sophie Le Gall, obtiennent des vrais documents au bout de 4, 5, 6 mois d'enquête. Et c'est là que ça devient très intéressant. Il y a des lanceurs d'alerte aussi qui sortent du bois et qui nous apportent des documents, qui nous apportent des révélations. Donc là, il y a trois parties, en fait, dans ce documentaire. La première qui est consacrée aux tanneurs en Italie. La deuxième au groupe Kering, qui, alors est-ce que c'est de l'optimisation ou de l'évasion fiscale? En tout cas, il y a une partie de l'argent qui ne revient pas ni en France ni en Italie. Et la troisième, vous êtes intéressé à la fourrure en Chine. Le premier qui concerne alors LVMH, et vous tentez de démontrer que LVMH achète des pots à un tanneur véreux, enfin voyou en quelque sorte. On peut dire voyou, oui, ça je pense qu'on peut le dire, oui. Alors, moi j'ai pas trouvé qu'il y avait la démonstration. Alors, pour vous dire, moi j'ai fait mon petit cache investigation, j'ai appelé LVMH en disant d'abord pourquoi vous répondez pas à Élise Lucet? Oui, une bonne question. Alors ils me disent on a répondu au mail, on a répondu très clairement. C'est d'ailleurs un mail qu'on produit dans le sujet, hein. On produit un extrait du mail qu'ils nous ont envoyé. Mais eux, ce qu'ils répondent, c'est parce que vous dites que Kenzo en fait achète ses pots à un sous-traitant qui s'appelle Zabri, qui lui-même fait venir ses pots d'un autre sous-traitant qui lui est un terrible personnage qui pourrait être dans un film italien type Les Nouveaux Monstres. Sauf que vous attaquez à la marque Kenzo et pas au groupe LVMH dans son ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de 5 LVMH. Il y a 2 marques à notre connaissance qui font appel à Zabri pour les pots, 2 marques qui appartiennent au groupe LVMH, qui sont Kenzo et Marc Jacobs. Donc c'est pour ça qu'on s'est adressé à la maison mère qui est LVMH. Mais pourquoi on s'est adressé à LVMH, pardon, pourquoi on s'est adressé à LVMH et pas directement à Kenzo ou à Marc Jacobs? Parce que LVMH a mis en place une charte, un code éthique qui s'adresse à ses fournisseurs. Et ce code éthique, il est très détaillé, c'est-à-dire qu'il demande à ses fournisseurs, on l'explique dans le sujet, d'être absolument irréprochables, à la fois eux-mêmes, mais également sur toute leur chaîne de sous-traitance. Et ce qui nous a intéressé, donc ça veut dire qu'LVMH s'est soucié de ça. LVMH est censé se soucier de ça. Et donc, en fait, puisqu'ils ont fait une charte. Voilà, la charte existe. Tous les grands groupes de luxe, d'ailleurs, peuvent avoir des chartes de ce genre. Nous, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que ces chartes sont appliquées? Est-ce que vraiment le groupe LVMH envoie des gens chez ses fournisseurs et sur toute la chaîne de sous-traitance? Eux disent que Zabri, en l'occurrence, ne représente que 2000 € sur 2013 et que c'est peanuts, 0,002%, je crois, des achats qui sont faits chez ce sous-traitant, qui en l'occurrence ne travaille même plus avec eux. Alors nous, c'est ce qu'ils m'ont dit hier. Nous, c'est pas du tout ce que nous dit Zabri. C'est pour ça qu'on Après, on écoute la parole d'LVMH, on écoute la parole de Zabri. Zabri parle d'une relation continue, directe avec Kenzo dans le temps. De 5, 6, 7 expéditions par an de pots pour des prototypes, parfois pour de la production, ça dépend. La question, c'est pas vraiment est-ce que c'est un gros volume ou pas. La question, c'est est-ce que quand on est un groupe comme LVMH qui représente la France à travers le monde et qu'on met en place de façon vraiment très bien et très vertueuse ce genre de charte, est-ce qu'on s'engage à ce qu'elle soit appliquée ou est-ce que c'est juste
voilà, de un l'affichage. papier. Oui, mais est-ce que vous rien. les épinglez pas est-ce qu'il y a une subjectivité finalement est-ce que vous assumez une certaine subjectivité? C'est-à-dire que c'est peanuts par rapport à la production des sacs Louis Vuitton ils ont des ateliers, ils ont effectivement des chartes extrêmement précises. C'est-à-dire que la preuve qui est faite entre le sous-traitant véreux voyou et Zabri, comment savez-vous que les pots qui viennent de ce sous-traitant sont celles qui sont envoyées à LVMH? Mais ce qui était très intéressant déjà, si vous voulez, c'est que, et je pense que le grand public ne le sait pas, aujourd'hui, la maroquinerie, c'est-à-dire les sacs à main, les chaussures, c'est un chiffre que vous donnez qui est incroyable. En moyenne, 70% du chiffre d'affaires de ces grandes maisons de couture, donc c'est un enjeu énorme. Quand on s'achète un joli sac à main Marc Jacobs ou Kenzo, Chanel ou Dior, on ne s'attend pas à ce que derrière, il faut quand même rappeler, parce qu'on ne l'a pas dit là encore dans l'émission, que ce que Zoé a vu et a constaté, ce sont des gens qui travaillent au noir, qui parfois ne sont pas payés, qui font des heures supplémentaires non payées et qui, quand ils vont récupérer, en tout cas essayer de récupérer 4 mois de salaire, se font taper dessus à coups de baramine. Donc on est là-dedans. Enfin, on raconte pas des petites choses. Ce sont pas des petites choses, mais ce que je veux dire, c'est que le lien que vous faites entre LVMH, la maison ensemble qui produit, je ne sais, j'ai pas le chiffre exact. Mais à eux de contrôler chacun de leurs sous-traitants. Mais eux disent on travaille pas. Mais eux ils disent on travaille pas avec eux. Mais oui, mais Zabri dit le contraire. Donc alors c'est parole contre pardonnez-moi, mais c'est ils disent pas qu'on travaille pas avec eux. Pardon, ils disent on travaille peu avec eux. C'est totalement différent. 2 000 € pour un groupe comme LVMH. Voilà, nous ce ne sont pas les informations qu'on a. On a des traces. Justement, à qui on croit? Mais en l'occurrence, quand Zabri nous dit nous on a une relation de confiance avec LVMH sur certaines marques et qu'on travaille avec eux, je ne vois pas l'intérêt de ce sous-traitant de nous dire quelque chose qui ne travaille plus avec eux. Mais à mon avis, c'est un peu dû aussi à l'enquête de Cache Investigation, si vous voulez. Là, quand Zoé est allée sur place, elle a vu des bons de commande, elle a vu des documents officiels. Donc, mais je reviens sur la cliente qui achète ou le client qui achète des superbes chaussures, la cliente qui achète un superbe sac à main. Oui, mais c'est pas c'est pas le cas général. Mais pardonnez-moi, ce client ou cette cliente doit s'attendre à ce que toute la chaîne de production, y compris le moindre des sous-traitants, soit contrôlée. Il y a une charte, elle doit être appliquée. La marque met en avant cette charte, elle a bien raison de la mettre en avant. Simplement, elle doit s'assurer que cette charte est appliquée. C'est normal, c'est une promesse qui est faite aux consommateurs. Vous allez acheter un sac à main à plusieurs milliers d'euros, vous attendez pas à ce que le travailleur sénégalais qui travaille dans le district de Santa Croce en Italie, chez ce tanneur, soit frappé ou ne soit pas payé. Enfin, c'est juste pas possible. Une maison de luxe, c'est un symbole. Et on représente la France, cette maison de luxe représente la France partout dans le monde. Donc elle doit être irréprochable. Et encore une fois, c'est vrai que l'exemple que cite Élise et que vous citez, il est particulièrement frappant, c'est malheureusement le cas de le dire. Il ne s'agit pas d'un épiphénomène, il s'agit... Alors évidemment, tout le monde, heureusement, dans cette région ne frappe pas ses employés. En revanche, la précarité des salariés, le fait qu'ils soient tous en intérim, le fait qu'ils aient tous des maladies professionnelles, enfin pas tous, mais énormément des maladies professionnelles, qu'il y ait des accidents du travail qui touchent 2 fois plus les étrangers que les Italiens, parce que les étrangers occupent les postes les plus précaires. Oui, mais c'est pas parce qu'on trouve un rat chez un McDo que dans tous les McDo, il y a des rats. Ce que je vous explique, c'est que ça n'est pas... C'est facile de mettre des caméras là où il y a le petit rat de McDo et d'appuyer sur ce magasin-là, alors que tous les autres McDo sont propres. C'est exactement pour ça que j'ai voulu élargir un petit peu le débat. C'est que oui, on a pris un type qui a frappé, d'après nos informations, ses employés. Évidemment que tout le monde ne frappe pas ses employés. En revanche, ce qui est global dans toute cette région, c'est-à-dire sur 700 entreprises, c'est que les étrangers sont beaucoup plus frappés par les accidents du travail que les Italiens, parce qu'ils occupent les postes les plus précaires. On ne parle pas d'une marque de grande distribution, on parle d'un secteur qui ne fournit que des marques de luxe. Voilà. Donc c'est pour ça qu'à notre sens, on n'est pas allé chercher juste un petit truc, on a voulu démontrer que c'était vraiment systémique, que c'était sur cette zone qu'il y avait un problème. Vous ne pouvez pas dire que c'est systémique, puisque c'est pas la production globale. Par exemple, si on prend LVMH, mais il y a Kering aussi qui se fournit aussi dans ses ateliers. Mais c'est pas la règle. Pourquoi est-ce que vous ne montrez pas à ce moment-là que les sacs Louis Vuitton sont aussi fabriqués là, puisque c'est pas le cas justement? Alors, puisque vous êtes en train de dire quand vous achetez un sac Louis Vuitton travaille avec d'autres tanneries de cette zone où on n'est peut-être pas allé. Je veux dire, tout le luxe travaille avec cette zone. Mais pas avec des conditions comme ça. Non, mais le district de Santa Croce produit les plus belles peaux, donc c'est normal que les maisons de luxe... tout le monde aille s'approvisionner là-bas. Mais bien sûr, c'est tout à fait normal. Mais est-ce que vous avez... En revanche, mais vraiment ça, on vous le dit de manière très claire, il y a une inspectrice du travail qui a vraiment
travailler sur des chiffres globaux. Donc on n'est pas sur un petit tanneur, on n'est pas sur le petit rat qui est chez McDonald's. On est justement chez tous les tanneurs. Et qu'est-ce que ça raconte ? Ça dit que les employés immigrés, les salariés immigrés ont 2 fois plus d'accidents du travail. Enfin, dans le reportage, on montre quand même un employé qui a eu les doigts sectionnés par une machine parce que la sécurité est enlevée. Et ça arrive très régulièrement. Et ça, c'est systémique. Donc ça, on peut pas dire qu'on est allé chercher la petite bête. C'est pas la petite bête. C'est dans le district de Santa Croce, chez tous ces tanneurs, les immigrés, oui, sont beaucoup plus exposés aux accidents du travail et à la précarité. On continue à parler de ce cache investigation spéciale luxe. On va parler donc de cette évasion fiscale ou optimisation. C'est selon du groupe Kering, une affaire quand même assez grave et assez incroyable. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. De retour dans le studio de Sud Radio avec vous jusqu'à midi en direct, 10h, 11h les médias, avec aujourd'hui Élise Lucet qui est là pour nous parler de son cache investigation spéciale luxe, ainsi que Zoé de Bussière. On vous voit tout au long de ce reportage. Vous avez mené les différentes enquêtes qui composent ce cache investigation spéciale luxe. Le deuxième reportage est consacré à Kering, donc le deuxième poids lourd de l'industrie du luxe. Et là, Gilles, non, vous voulez intervenir ? Non, je vous écoute. Et là, vous racontez, c'est extrêmement clair, comment ce groupe, finalement, sous forme d'une holding en Suisse, capte 70% de ses revenus sans payer d'impôts. Tout à fait. Enfin, si, en payant des impôts, mais tout petit. Voilà. Oui, tout à fait. C'est une partie d'enquête qu'on a réalisée avec Yann Philippin de Mediapart. Et parce que c'est Mediapart qui avait révélé. En fait, on a travaillé ensemble sur cette partie. Ils ont diffusé ils ont publié leur article avant le nôtre. Et on a travaillé aussi avec un consortium en même temps. On a travaillé tous en même temps avec les mêmes informations, les mêmes sources. Oui. Et avec donc le consortium européen d'investigation qui s'appelle l'EIC. Ouais. Oui, effectivement, ce qu'on voit, c'est que Kering a un système qui leur permet de concentrer la majorité des bénéfices de la plupart de leurs marques. Donc, pour rappel, Kering, c'est Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, voilà, énormément de très belles marques. Voilà, leur système permet de concentrer la majeure partie des bénéfices de ces marques en Suisse, dans le canton du Tessin, qui est un petit canton en Suisse. En Italie. Voilà, la partie italienne, exactement, voilà. Et là-dessus, ils ne sont imposés qu'à 8%. C'est un chiffre qu'on révèle parce que, évidemment, le secret fiscal, notamment en Suisse, normalement, fait qu'on ne sait pas à quel taux les entreprises sont imposées. Nous, on l'a su. Alors, ce qui est incroyable, c'est que cette société, en fait, est une société de logistique, de transport. On voit des camions rentrer, sortir. Zoé y est allé avec nos caméramans et tout, et on voit des camions, on voit effectivement beaucoup de marchandises qui entrent, beaucoup de marchandises qui sortent. Et en fait, quand on regarde les chiffres de près, ils ne sont que 600 en Suisse. Dans cette entreprise qui s'appelle LGI, ils sont 28 000 pour le groupe Kering partout ailleurs dans le monde. Et là, on s'aperçoit que les gens qui sont en Suisse, mais alors qu'est-ce qu'ils sont productifs ? Parce que si on regarde, ils produisent 1,4 million d'euros chaque année, alors que les autres salariés du groupe Kering, ils sont pas terribles parce qu'ils doivent produire 13 000 euros. Donc il y a comme un loup, c'est-à-dire qu'on se dit à un moment, c'est quand même très étonnant que aussi peu de gens soient aussi productifs dans un endroit qui était plutôt un centre de logistique. Et ce que Zoé a réussi à prouver, et ce qui est très intéressant, c'est que le groupe Kering a même domicilié les principaux patrons de la marque Gucci en Suisse, donc ils sont censés être là dans l'entreprise LGI. Et puis quand elle est allée à Milan, elle a vu exactement où ils étaient, c'est-à-dire chez eux, à Milan, en Italie. Oui, ils sont pas du tout là-bas. Secondaire. Oui, ils profitent du soleil. Peut-être, vous avez raison. C'est plus beau là-bas qu'en Italie. Le week-end, ils vont dans un hangar, c'est évident. Ils passent leur week-end comment vous expliquez que le parquet national financier ne soit pas intéressé ? Vous les avez contactés, parce qu'ils sont pas. Il y a Pierre Moscovici qui s'exprime et qui dit d'ailleurs assez fermement qu'une marque comme Kering ne peut pas se permettre aujourd'hui, avec toutes les législations européennes qui existent, de continuer à pratiquer ce genre d'évasion ou optimisation fiscale. Est-ce que c'est évasion fiscale ou est-ce que c'est optimisation fiscale ? Parce que moi, je suis pas magistrate et c'est pas à moi de le dire. Là, pour le coup, on sait où on est journaliste, on enquête, on dit des choses, on prouve certaines choses, on a des documents, mais c'est à des magistrats de dire si c'est de l'optimisation. Ce que vous expliquez, c'est que c'est immoral peut-être, illégal, non, pas encore. Il y a une enquête ouverte en Italie
Donc la question pour répondre par rapport au parquet national financier, nous on les a contactés effectivement, moi je leur ai demandé, ils sont beaucoup plus aujourd'hui sur la volonté d'ouvrir des enquêtes communes, c'est-à-dire des enquêtes européennes, en l'occurrence France, Italie, ensemble sur le même dossier. Ça n'est pas le cas pour l'instant, peut-être ça le sera plus tard. Pour l'instant, le parquet national financier n'a pas ouvert d'enquête, mais ils sont vraiment... Comment vous l'expliquez ? Vous ont expliqué pourquoi ? Non, parce que le parquet national financier, ils sont assez discrets. Après, moi je peux vous dire quelque chose que malheureusement à chaque coup de fil au PNF, ils nous répètent, c'est qu'ils n'ont pas assez d'effectifs. Ça, ils le disent très clairement. Ils disent vraiment, on a tellement de dossiers aujourd'hui qui nous arrivent, on n'a pas assez d'effectifs, on n'arrive pas à tout faire. Est-ce que c'est la seule explication ? Très franchement, je n'en sais rien. Mais on pourrait suggérer à notre président de la République de s'intéresser à ça, à l'optimisation fiscale, à ce genre de... C'est ce qu'il avait dit d'ailleurs dans l'interview. J'ai retrouvé un papier pour Macron. Il est évident qu'un contrôle fiscal vise le groupe. Sauf que ça, c'était il y a 1 an et qu'il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu de... Parce qu'il y a de l'argent à récupérer, puisqu'on cherche de l'argent à récupérer. La plupart de l'argent à récupérer, l'argent qui est lié à l'optimisation, à l'évasion fiscale, provient des entreprises, pas des particuliers. Mais vous mélangez optimisation et évasion fiscale. Non, donc vous dites que vous ne répondez pas, mais vous mettez les deux termes l'un à côté de l'autre. Parce qu'on n'a pas tranché. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on comprend dans le reportage, il y a déjà un aspect qui me semble, alors lui, effectivement, illégal, c'est la domiciliation des dirigeants italiens en Suisse. Et si j'ai bien compris votre reportage, d'ailleurs, ils sont revenus sur cette décision. C'est depuis votre reportage ? Alors, on pense que c'est plutôt depuis l'ouverture de l'enquête italienne, bien sûr. Ils ont été rapatriés en Suisse pour les 3 dont on parle. Il se trouve qu'avant-hier, Kering a annoncé... Rapatriés en Italie. Pardon, rapatriés en Italie, merci. Il se trouve qu'avant-hier, Kering a annoncé qu'ils allaient rapatrier 150 salariés basés en Suisse, enfin officiellement basés en Suisse, en Italie. Donc à la veille de la diffusion de notre enquête. Mais encore une fois, là quand vous dites par exemple contrôle fiscal, Valérie, un contrôle fiscal c'est Bercy. Le parquet national financier peut ouvrir une enquête en parallèle d'un contrôle fiscal. Donc il y a peut-être un contrôle fiscal en route à Bercy. Et ça, vous avez essayé de le savoir ? Mais on essaie toujours de le savoir, mais c'est assez secret, on le dit franchement, sur ce genre de groupe encore plus. Mais c'est vrai que Pierre Moscovici, qui intervient dans l'émission, lui, au niveau européen, dit c'est pas normal qu'un grand groupe français se comporte comme ça. Et je pense même qu'aujourd'hui, vu ce que dit Zoé, à l'intérieur du groupe Kering, il y a une vraie évolution et on se dit que cette pratique qui a duré pendant des années, si effectivement, nous, on a quand même des documents qui durent peu. Et vous ne pensez pas que ça a été couvert par les différents gouvernements à un moment, ça doit se savoir quand même, ces pratiques. Vous ne pensez pas que... Moi, franchement, il faut aussi que... ministres de l'économie... Il faut aussi, et là-dessus, soyons modestes aussi, nous, journalistes, il faut aussi que des sources en interne sortent du bois et arrivent avec des documents. Ce qui est quand même assez rare. C'est-à-dire que quand vous travaillez dans des grands groupes de luxe comme ceux-là, ou des grands groupes tout court, si vous n'avez pas la source en interne qui vous décrypte ce schéma d'optimisation ou d'évasion fiscale, vous ne le savez pas. Parce que vous êtes très complexe, que vous avez des témoins. Ils sont même, c'est dans des conditions incroyables. Donc ils ont des suites à capuche, ils sont filmés de dos. C'est pas leur voix, c'est pas leur voix en plus. Recouverte. Pourquoi ils craignent tant Parce que ce sont des gens qui ont travaillé par le passé ou travaillent pour... travaillent encore éventuellement ? Ça, je ne peux pas le dire, mais c'est pour ça que je mets un « ou ». Voilà, pour le groupe. Donc ce sont des gens comme tous les lanceurs d'alerte, comme toutes les personnes internes à un système qui tentent de le décrypter ou d'en dénoncer certains travers, prennent des risques, évidemment. Ce qui est très intéressant dans ce reportage, c'est que on est quand même, nous, à la fin de la 6e saison de Cash Investigation, commence la 7e. Et quand Zoé a commencé à travailler sur cette enquête, moi, j'ai rarement vu un monde aussi opaque et fermé. C'est-à-dire que c'est un monde qui vend du rêve. Le luxe, c'est vraiment du rêve dans le monde entier. Vous avez des magnifiques publicités pour des parfums, pour des sacs à main, pour des vêtements, pour tout ça. Donc, ça n'a aucun problème. Mais quand il s'agit de rentrer à l'intérieur, alors là, c'est verrouillé. Mais c'est une des enquêtes les plus difficiles qu'on ait eu à mener aujourd'hui. Et on a sur le plateau ce soir un sociologue de la mode qui dit effectivement ça. C'est-à-dire que lui-même, en tant que sociologue-chercheur, donc il n'est pas journaliste d'investigation, il a voulu travailler sur ce monde-là. En tant que sociologue, on ne lui ouvre pas les portes, on ne lui répond pas. Comment vous expliquez cette opacité, ce secret, cette culture du secret ? Franck Sorbier, qui est sur le plateau, dit en gros, quand on veut garder ses bénéfices, on ne montre pas le cauchemar.
Donc, il parle de la fourrure, là, en l'occurrence, qui est le troisième angle de l'enquête de Zoé de Bussière. Mais voilà, lui dit, il y a un tel profit, ça représente tellement d'argent qu'on ne veut pas raconter ce qui se passe dans les cuisines ou dans les coulisses. Voilà. Parce qu'ils ouvrent leurs portes, il y a des journées portes ouvertes. Oui, mais pas pour ça. Ils ouvrent leurs portes, par exemple, pour les ateliers d'Anières, et évidemment qu'ils sont très beaux, et nous-mêmes, on aurait bien voulu y aller. Mais voilà, montrer les arrière-cuisines, c'est quand même beaucoup plus délicat. La méthode, Élise Lucet, la méthode cache-investigation, on la retrouve tout au long de ce cache-investigation. Même vous, Zoé Bussière, vous êtes assez courageuse quand vous allez voir cet horrible tanneur qui manque de vous mettre sur la figure, carrément. Et vous aussi, il y a une scène assez violente. Oui, avec le lobbyiste du cuir à Bruxelles, où j'ai failli me retrouver enfermée avec lui, avec toute l'équipe dehors, parce qu'il voulait faire une alerte enlèvement pour Élise. Un peu, oui, c'était Amber Alert pour moi. Mais bon, après, si vous voulez, c'est ce que je vous dis. Quand je vous dis opacité, ça va parfois très loin. C'est-à-dire que c'est un monde qui, quand il y a des dérives, n'a tellement pas envie qu'on parle de lui qu'on en arrive à des brutalités qui sont, mais alors loin, très très loin de l'image du luxe. C'est luxe, calme et volupté. Nous, dans notre enquête, ça n'a pas été luxe, calme et volupté. Donc, Élise, après 7 ans de cache-investigation, vous n'avez plus de portable, vous ne mettez plus de coton, vous ne mangez plus, vous n'allez pas faire vos courses chez Lidl, ni chez Carrefour. J'ai changé beaucoup, en fait, à la fois, c'est évidemment de l'ironie que je vous fais, mais finalement, est-ce qu'on ne vit pas dans ce monde-là? Est-ce que vous n'êtes pas un peu Sancho Panza à vous battre contre des moulins à vent? Alors oui et non, mais... Parce vous avez un portable, j'imagine. Moi, j'avais vu votre cache-investigation sur toutes les pièces des portables. C'était, là aussi, il y avait des enfants, c'était dingue. Alors, je vais vous dire franchement, j'ai pas mal changé sur... Alors, d'abord, Sancho Panza, non, moi, je me sens pas là-dessus. Mais de toute façon, informer les gens, leur donner l'information. C'est ça notre boulot, c'est rien d'autre que ça. Leur donner l'information, libre à eux ensuite de changer leur comportement ou pas. Mais pour vous donner un exemple, moi, après notre émission sur le plastique, qui est la dernière qui est passée à l'antenne, j'ai appelé plein de marques, j'ai appelé mon supermarché service client, et je leur ai dit, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi je trouve pas de coton-tige avec un bâtonnet en bois ou en carton? Pourquoi c'est que du plastique? Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi quand j'achète des gâteaux apéro pour mes copains quand ils viennent, il y a 3 emballages, un emballage carton, un emballage alu, et dedans encore une barquette en plastique? J'en ai pas besoin, j'en veux pas. J'ai appelé la personne chez qui je vais régulièrement, pareil, service client, chercher mes petites salades le midi, et qui sont très écolos et tout. Et d'ailleurs, il m'a répondu un très long mail en me disant non, mais on s'en préoccupe énormément. Et moi, j'ai envie de dire, c'est à chacun d'entre nous aussi de dire qu'en tant que consommateur, on n'a plus envie de ça. Exemple, le jambon avec du sel de nitrite. On nous a expliqué pendant toute l'enquête de Sandrine Rigaud, ah non, c'est pas possible de faire du jambon sans sel de nitrite. Il y a eu une telle chute des ventes de jambon derrière l'émission qu'on en trouve partout maintenant dans les rayons. Le truc qui était impossible à faire, c'est possible. Donc, non, on n'est pas Sancho Panza, mais on se prend pas pour Superman non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, l'intérêt, c'est de donner l'information. Et c'est ça notre boulot, donner l'information. Libre aux gens, après, d'en faire ce qu'ils en veulent. Rémi ? Alors, vous avez un troisième volet qui est un peu glaçant parfois sur la fourrure. Oui, tout à fait. Je trouve d'ailleurs que c'est plus un plaidoyer anti-fourrure qu'une enquête sur l'industrie du luxe. Un peu, non? Ce qui en ressort, peut-être malgré vous. Parce que vous pensez que ça ne s'applique pas qu'au luxe? Ou parce que... Oui, bien sûr. Oui, d'une manière générale, la façon dont on traite les animaux et dont on voit... bien sûr. C'est vil, c'est vrai que le reportage est assez... bien sûr. Non, mais vous avez entièrement raison. Nous, le parti pris qui sous-tend un petit peu tout l'arc du film, c'est que on se dit, c'est un peu cynique peut-être ce que je vais dire, quand on achète un t-shirt en grande surface à 5 €, on se doute bien que derrière, les conditions de travail n'ont pas été peut-être exemplaires. Quand on achète un manteau à 2 000 €, 3 000 €, un sac à main à 4 000 €, qu'on s'achète une marque française, italienne, on se dit un peu plus spontanément, je mets le prix, peut-être que c'est le sacrifice de 5 ans, voilà. Mais derrière, je suis persuadée que la chaîne de sous-traitance est parfaite, qu'il n'y a pas eu de souffrance animale, etc., etc. C'est pour ça que là, on s'est attaché, pour la partie fourrure, à démontrer que dans le luxe aussi, on retrouvait exactement les mêmes pratiques que dans n'importe quelle marque qui pourrait faire un petit manteau avec un col, avec une peau de coyote, quoi, par exemple. Pourquoi? Je ne suis pas là pour juger si oui ou non il faut porter de la fourrure. Juste une question annexe. En fait, pour réaliser cette enquête, vous créez une fausse société, vous faites passer pour acheteur, client.
Est-ce que, en tant que journaliste, on n'est pas censé dissimuler sa véritable identité? Oui, vous me posez la question de la déontologie. Je comprends en même temps, je comprends la difficulté de l'enquête, mais c'est une vraie question qui se pose, qui s'est posée d'ailleurs à David Pujadas sur France 2 quand il a fait En Immersion. Donc c'est légitime qu'on vous la pose. En fait, c'est jamais de gaieté de cœur qu'on fait ça. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas des passionnés du mensonge, on n'est pas des passionnés de la dissimulation, loin de là. Moi, j'aimerais pouvoir réaliser les mêmes enquêtes en étant journaliste, notamment en Chine. Il se trouve que déjà, aller faire n'importe quel sujet en tant que journaliste en Chine, c'est pas forcément évident. C'est-à-dire partir avec un visa de journaliste, c'est pas forcément évident. Ensuite, se faire ouvrir les portes d'un confectionneur de fourrure qui accepte ensuite. Et les caméras, comment vous